Vous dites le danger fasciste est réel. En gros, Marine Le Pen au pouvoir en 2027. C'est pas que ça. Ce que je vois, pas dans le futur, mais maintenant, c'est un processus politique qui fait qu'en effet, tous les voyants, chaque jour, sont ouverts pour éventuellement son élection. Mais pire, pour qu'une partie de son programme soit déjà appliquée avant même qu'elle soit élue. Les informés, les élections européennes, Adil Farkan. Et oui, les élections européennes, c'est ici ça se passe. Moi, je suis très ravi d'accueillir, vous savez quoi, Olivier Besancenot. Comment ça va, mon cher Olivier Besancenot ? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Ça va ? Vous allez bien ? Dans quel état d'esprit vous vous portez en ce moment ? Je vais mieux que la situation politique, à titre personnel. C'est bien déjà, c'est rassurant déjà. Voilà, mais je pense que je prends pas trop de risques en disant ça, malheureusement. Donc très inquiet sur l'évolution de la situation politique, de la situation sociale en France et dans le monde. On va en parler justement, mais avant de parler de la situation, on commencera par les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Ça, je sais que ça vous préoccupe, ça vous inquiète. On parlera aussi de la situation actuelle à la fois en France, dans notre société, qui prend un virage forcément, évidemment, que certains qualifieraient d'alarmant, de préoccupant, et puis on viendra parler des européennes. Ça vous va comme programme ? Et de la situation à Gaza aussi, notamment, qui vous interpelle. Alors, mon cher Olivier Besancenot, d'abord, est-ce que vous avez déserté le champ politique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup me disent, moi, avant de vous accueillir ici, je vous avais annoncé, et beaucoup m'ont dit, mais pourquoi on ne va plus dans le paysage politique, Olivier Besancenot ? Il nous manque. Vous leur répondez quoi ? Qu'il me manque aussi, voilà, et qu'on pourrait se retrouver régulièrement là où je suis régulièrement, c'est-à-dire avec d'autres, dans des manifestations, dans des meetings, dans des combats du quotidien. Par exemple, en ce moment même, je loupe un rassemblement de solidarité avec le peuple kanak, place de la République. Voilà, mais ce terrain-là, je ne l'ai jamais lâché. Après, la représentation politique, médiatique, c'est une chose. Chez nous, ça fait partie des tâches militantes. On aime tourner. Toujours, et on aime tourner. Philippe Poutou a pris le relais au moment des élections présidentielles. On a plusieurs porte-paroles. Et moi, ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie de renforcer. Oui, mais si on vous réclame à un moment, il faut peut-être prendre une décision, mon cher Olivier Besancenot. On réclame toute proportion gardée, pareil. Mais vous êtes une personnalité politique qui compte. Et puis surtout... vous comptez ? Oui, mais moi... Vous êtes une vedette dans les quartiers populaires. Vous l'êtes toujours aujourd'hui. C'est pas une question. Ce qui est marrant, c'est que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous le restez toujours dans l'esprit des quartiers populaires. Je sais Pourquoi vous ne faites pas votre retour ? Non, mais moi, je suis pas parti. Moi, je suis un militant. C'est-à-dire un militant, ça veut dire que je mène des combats sur des revendications précises, relayer des combats, des propos, et ça, je continue à le faire. Ouais, voilà. Mais les auditeurs et les habitants des quartiers populaires veulent vous voir au devant de la scène politique. Voilà, je suis là. Vous leur dites quoi ? Est-ce que vous allez vous présenter, par exemple, prochainement ? Non. Est-ce que vous y songez 2027 ? Non, même en me rasant, d'ailleurs. Même en me rasant, non. Non, mais c'est pas... Moi, j'ai pas envie de jouer cette politique-là. Il y a des tas de gens qui ont la dalle et qui rêvent que d'une seule chose, c'est de se présenter à l'élection présidentielle. On aura plein de candidatures après les européennes. Et le problème de la gauche, c'est qu'on joue vachement. Je dis au sens large, quelle que soit son orientation, puis je parle de la gauche parce que c'est mon camp politique à moi. Il y en a beaucoup trop qui sont, j'allais dire, dépendants du calendrier de la Ve République. C'est-à-dire une campagne présidentielle est terminée, qu'on prépare déjà la suivante, et on a l'impression que tout est lié à ça, y compris les ambitions des uns et des autres qui prennent le pas sur les orientations. Journal Le Monde a titré à gauche l'appel inattendu d'Olivier Besancenot à surmonter les divisions. Vous dites quoi justement ? Puisque j'ai bien vu que ça vous préoccupe la situation politique actuelle, vous appelez à l'unité, d'accord ? Mais comment tout le monde évidemment tire la couverture chacun de son côté. Justement, vous avez fait un bel appel. Voilà, mais on n'est pas seul sur ce coup-là. On était plusieurs à dire qu'à gauche, quels que soient les désaccords politiques, et il y en a, il y a au moins des sujets essentiels sur lesquels on devrait se retrouver, notamment la gauche ne veut pas face à la répression. Là, il y aura une initiative le 8 juin, par exemple, pour défendre les libertés publiques ensemble, c'est-à-dire associations, collectifs, syndicats, partis politiques, voilà, avec des formalités qui restent encore à définir, mais il y aura une initiative de ce type-là. Ça suffira pas, il en faudra d'autres. On part de l'idée qu'il faut un espèce de front permanent fait d'initiatives, d'actions constantes et localement, il y en a beaucoup de choses qui se font, beaucoup plus que ce qu'on veut bien croire. Nationalement, ça bloque un peu plus parce qu'on retombe justement sur les enjeux d'appareil, de pouvoir, et puis aussi des vrais désaccords politiques. Il y a une déclaration, Olivier Besancenot, que vous avez faite qui m'a interpellé. C'est la première fois que vous parlez comme ça. Vous dites le danger fasciste est réel. Ouais, c'est ce que je pense vraiment. Ouais. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous savez comment j'interprète votre phrase ? En gros, Marine Le Pen au pouvoir en 2027. C'est pas que ça. Justement, ça c'est une grille de lecture. Je pense à ça, moi. Ouais, c'est ma grille de lecture. Mais moi, ça a été la mienne pendant très longtemps. C'est-à-dire, c'était exclusivement ça. Sauf que pour moi, l'extrême droite, c'est pas que ça. Est-ce que vous la voyez en 2027 ? Mais moi, je vois rien. C'est-à-dire, je suis pas voyant. Mais ce que je vois là, maintenant, pas dans le futur, mais maintenant, c'est un processus politique qui fait qu'en effet, tous les voyants, chaque jour, sont ouverts pour éventuellement son élection. Mais pire, pour qu'une partie de son programme soit déjà appliquée avant même qu'elle soit élue. C'est pour ça qu'il y a un processus où les choses s'auto-alimentent, et ma fausse grille d'analyse, qui est partielle et qui est partiellement juste mais partiellement fausse, c'est d'avoir pensé pendant très longtemps que justement ce processus, ça se résumait à l'élection de tel ou tel dirigeant d'extrême droite au pouvoir. C'est un peu plus que ça, et aujourd'hui, il y a une grande responsabilité de la gauche sociale et politique à faire front commun face à ce danger. À qui la faute ?
Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Non, là on ne peut pas. Je qui la faute très à la mode de taper sur Mélenchon, ouais, c'est ça? Mais là, c'est d'abord la faute de ceux qui étaient au pouvoir, quand même, malgré tout, hein, pendant 30 ans, qu'on fait en sorte que pour des millions de personnes, la gauche et la droite. C'est pas un peu facile de dire cela, Olivier Besancenot? Je sais pas si dire la vérité, c'est facile, mais je veux dire, moi, j'ai pas été au pouvoir. Si aujourd'hui les gens font plus la différence entre la gauche et la droite, c'est pas parce que la gauche, c'est pas parce que la droite, quand elle était au pouvoir, a fait une politique de gauche. Ça se serait vu. C'est plutôt que quand la gauche est au pouvoir, elle a fait une politique de droite. À qui la faute? Ceux qui ont été au pouvoir pendant 30 ans. Jean-Luc Mélenchon, ils sont au pouvoir. Ils ont été au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, il était ministre, il est revenu de cette orientation-là. Là, aujourd'hui, la gauche, elle n'est pas au pouvoir. Voilà, et puis il y a un problème qui a été... Peut-elle revenir au pouvoir? Ça dépend. A-t-elle les moyens? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Pour une seule réponse, les moyens, ça viendra s'il y a un soulèvement de la base, parce qu'à la base, il y a une attente qu'on dépasse justement peut-être une façon de faire qui était le tout ou rien. Le tout ou rien à gauche, c'est en gros, on est soit d'accord sur tout, soit sinon on est d'accord sur rien et on s'entretue. Là en ce moment on s'entretue et soi-disant un an auparavant toute la gauche était d'accord. Je pense pas que la gauche il y a un an était d'accord sur tout et aujourd'hui je pense pas qu'il faille s'entretuer. Il y a un juste milieu qui fait qu'au-delà des désaccords, moi j'en ai avec la gauche qui était au pouvoir. Ceci étant, face à l'extrême droite par exemple, face à la répression, je pense qu'il y a des causes communes à mener. C'est un espèce de pragmatisme peut-être que ça aussi on l'a payé. Et puis l'extrême droite a fait un travail d'hégémonie culturelle avec ces thématiques qu'elle distille dans la société depuis une trentaine d'années. Que la gauche, dans son ensemble, a refusé de faire. Donc il y a aussi ces responsabilités-là. Olivier Besancenot, vous savez, les sondages parlent de hausse de jour en jour de Jordan Bardella, qui représente le Rassemblement national. Je parle des européennes. Quel est votre sentiment, justement? Quel est votre appel en direction de celles et ceux qui vous écoutent partout en France aujourd'hui, pour le 9 juin? Non, mais parce que le taux d'abstention va être record. Hein. Ouais, mais moi je suis pas là. Comment dire? Je vais pas faire semblant. J'ai pas envie d'être là, celui qui va mettre une pilule dans la tête des gens en leur expliquant ce qu'il faut faire. Moi, le paternalisme, j'aime pas ça. Je pense que les personnes sont des grandes personnes. Je pense qu'il vaut mieux voter que pas voter, c'est clair. Qu'il vaut mieux s'engager politiquement parce que, comme on dit, tant que tu t'engages pas, si tu t'intéresses pas à la politique, à un moment ou à un autre, elle va s'occuper de toi. Voilà. Et puis, mais surtout, arrêtez de rester spectateur. S'il y a un seul message, c'est arrêter de rester spectateur des événements qui nous entourent dans notre camp social, celui des exploités, des opprimés, au sens très large. Pour moi, c'est une écrasante majorité de la population. Il y a un peu cette tendance à se plaindre, à dire ouais les politiciens nous le font toujours à l'envers et puis finalement continuer à voter pour eux. Moi ça me dépasse. Voilà, donc moi je suis pas là pour juger, simplement humblement ce qu'on a décidé de faire avec plein d'erreurs, plein de difficultés, on n'est pas parfait loin de là puis on est petit, mais c'est décider de se représenter nous-mêmes. Plutôt que de dire ouais on en a marre, vous ne nous représentez pas, nous on a décidé de se représenter nous-mêmes. Au moins ça, c'est jubilatoire et ça nous donne une petite sensation d'émancipation ici maintenant qui consiste à dire au moins voilà on va tenter de dire on connaît nos vies quotidiennes et il y a quelques solutions à nos vies quotidiennes qu'on aimerait défendre et plutôt que de passer par des intermédiaires, on va le faire nous-mêmes. Les émeutes, on va parler de direction de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est un sujet sur lequel que vous souhaitez commenter. Alors l'archipel, elle est en proie de beaucoup de choses, de violentes émeutes en ce moment même où on se parle. 2 gendarmes sont morts, ont laissé leur vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la situation actuelle? Parce que les militaires sont prêts, et disposés d'ailleurs, à se rendre sur place. Ce qu'on peut dire, je sais qu'il y a 5 victimes, 2 gendarmes et puis 3 Kanaks, que ça peut se terminer en bain de sang, qu'on peut revenir dans une situation effroyable. Vous avez raison de me rappeler que c'était 5 décédés, oui. Ouais, extrêmement tendu, comme on a pu le connaître entre 1988 et 1984 et 1988, et que ça peut se dégrader. Donc là, la solution, elle est politique. On va pas régler le problème avec encore plus de répression sur place, alors que de fait, l'État français est bien placé pour savoir que la situation deviendra incontrôlable dans ce cadre-là. Donc du coup, la solution politique, c'est de revenir. Décrété, Oui, l'état d'urgence, mais qui va rien régler. Quelle est la solution selon vous? C'est de revenir sur ce qui a été, ce qui est encore en voie d'être adopté, c'est-à-dire le fait de dégeler le corps électoral. Je rappelle que dans les accords qui ont été adoptés en 98, en 88 puis en 98, il y avait donc ce processus fait de référendum avec la base d'un gel électoral pour faire en sorte que la population kanak puisse s'y retrouver un minimum. Ça a été le fruit de nombreux compromis entre toutes les parties. Caldoche, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt héritiers des familles de colons, pour ceux qui connaissent pas, et puis les Kanaks, ça a été fait de sang, il y a eu des morts à ce moment-là, ça c'était il y a un peu plus de 30 ans, et c'est tout ce travail de décolonisation qui a été accepté par l'État français, sur lequel on est en train de revenir, et c'est ça qui passe pas.
Il y a eu un 3e référendum qui était prévu, qui a eu lieu au moment du Covid. Les Kanaks et toutes leurs organisations ont décidé de boycotter ce référendum. Tout le monde sait que le dernier référendum n'est pas valide et que par ailleurs, sur la réponse à l'indépendance, ça se jouait à peu de choses près. Donc là, l'État français a l'entière responsabilité de ce qui va se passer maintenant. Et ce qu'on peut juste souhaiter, c'est que l'appel à la raison soit entendu. Et pour ça, ça passe aussi par un rapport de force ici. Pour beaucoup, et c'est vrai, c'est très loin, c'est 20 000 km d'ici. Mais le but du rassemblement, par exemple, dont je parlais à République, c'est aussi dire qu'on est attentif justement à ce qui se passe là-bas. Vous dites quoi, Olivier Besancenot, personnalité politique? Beaucoup de personnalités, justement, comme je ne vais pas tous les citer, mais tiennent comme responsables de cette situation, et bien tout simplement l'exécutif, le gouvernement. Vous dites quoi? Vous dites la même chose? Ah bah là, c'est le gouvernement qui a décidé je veux dire, là, faut bien comprendre. Il y a beaucoup d'analyses en cours sur ce qui se passe et qui sont pas toujours injustifiées. Le caractère social, les prix, la misère. Mais là, c'est la mesure politique qui a été prise, qui a mis le feu aux poudres. Personne ne peut faire, en tous les cas du côté de l'État français, comme s'il était surpris. Le gouvernement demande des sanctions. Est-ce que c'est un moyen, évidemment, de faire tomber les émeutes? Ah non, ça, je vous dis, on va droit. Mais je veux dire, le problème, c'est même pas mon avis. Mon avis a peu d'importance. Tout le monde le sait. Je pense même que dans l'appareil d'État de cet État français dirigé par un gouvernement que je porte pas en estime, je pense qu'on l'a compris, j'imagine qu'il y a des conseillers, même du côté d'ailleurs, peut-être même de l'état-major militaire, j'en sais rien, qui doivent dire, écoutez, on va pas régler le problème comme ça. C'est un problème au long cours. Je veux dire, et puis il y a ce petit récit politique et médiatique un peu dominant qui commence à s'installer sur le thème. Finalement, on invisibilise complètement les Kanaks, on les entend jamais, et puis finalement c'est quoi les Kanaks? C'est des sauvages. Donc tout ce récit dont parlait Frantz Fanon, qui était un Martiniquais anticolonialiste qui a participé à la révolution algérienne, qui disait cette chose très forte, que dans ce récit-là, on a l'impression que finalement, dans l'histoire des peuples colonisés, l'humanité ne commence qu'une fois que les valeureux colons arrivent. Bon, il y avait une histoire sur cette île, il y a un peu plus de 170 ans, c'est-à-dire au moment où les Français sont arrivés, et des insurrections, il y en a eu régulièrement. Il y en a eu dès 1787, par exemple, en Kanaki, 1788, avec notamment un grand guerrier kanak qui s'appelait Ataï, sur la question de la terre, précisément. Et la population kanak, il faut le savoir, au tout début du XXe siècle, elle a été décimée par la répression, par les maladies. C'est tout ce processus dont on pensait qu'il y avait une issue politique possible, et je réinsiste pour ceux qui nous écoutent, c'est sur ce processus qu'on est en train de revenir, et c'est ça qui déclenche. Là, c'est pas un débat indépendance, décolonisation. On était dans un processus de décolonisation. Et là, on est en train de rentrer, pas une décision politique, dans un processus de recolonisation. Et ça, vous comprenez que ça peut pas passer. Autre sujet, justement, qui vous concerne, c'est la situation à Gaza. Alors, il y a le difficile acheminement, vous savez, de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, la situation, vous la qualifiez de quoi? Alors, certains parlent de génocide, certains commentateurs parlent de génocide, d'autres parlent de massacre, d'autres disent effectivement qu'il y a de la colonisation qui s'installe davantage. Vous dites quoi, Olivier Besancenot? Moi, ma position... Comment sortir de cette situation? Et comment vous qualifiez le Hamas? C'est 36 000 questions en même temps. Donc ma position, c'est une position historique de relation avec une partie du mouvement de libération palestinienne qui n'est pas le Hamas, qui est d'autres organisations, qui se réfèrent à un projet social, un projet d'émancipation, un projet laïque, qui définit ce qu'est la politique, selon nous, de l'État israélien, c'est-à-dire une politique de colonisation, d'apartheid. Pour moi, il y a un génocide en cours. Maintenant, j'entends le débat français, j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais il y a cette interview là que j'ai entendue récemment de cet acteur, je crois, qui dit pendant qu'on parle génocide, pas génocide, il y a eu 15 morts supplémentaires à Gaza. Quand on parle du nombre de chiffres, il y a eu 30 morts supplémentaires à Gaza. Donc il y a un massacre. Je veux dire, quel que soit, parce que il y a une espèce de focalisation sur les chiffres, les mots, qui fait qu'on en oublie ce qui est en train de se passer. Voilà. Et ça ne date pas du 7 octobre. Voilà. On a dénoncé les actions du 7 octobre. Le problème, c'est de comprendre là aussi le processus au long cours. Vous qualifiez comment le Hamas ? Comme une organisation qui a mené des actions ce jour-là, qui sont des actions, pour moi, de barbarie, voilà, qui sont contradictoires avec un projet d'émancipation. Voilà, puisque la raison pour laquelle je suis favorable au droit à l'autodétermination et de libération du peuple palestinien, c'est précisément pour son émancipation, raison pour laquelle je réinsiste sur le fait que la résistance palestinienne ne se résume pas à ça, ne se résume pas d'ailleurs qu'à Gaza, mais aussi à la Cisjordanie, et que là aussi, la solution ne pourra être que politique, puisque tout ce que je dis là, par exemple, les qualificatifs que j'employais, sont maintenant quand même de l'ordre des qualificatifs employés par la communauté internationale. D'une phrase, Olivier Besancenot, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme principal message à nos
nos auditeurs. D'une phrase. Pas rester spectateur et spectatrice de ce destin. Je pense qu'on est beaucoup à sentir dans nos chairs, dans notre ressenti que les choses tournent mal, que l'air du temps est nauséabond. Et ça dépend aussi de notre inaction. Il y a 1000 manières de s'engager, pas simplement politiquement. Donc s'engager d'une manière ou d'une autre. Merci infiniment. Vous savez ce qu'on dit ici, nous, chaque soir ? On ne lâche rien. On lâche rien, ça me va bien. Vous ne lâchez rien, vous aussi ? Vous reviendrez sur la scène politique ? Sur le devant de la scène ou pas ? On peut... Est-ce qu'on peut considérer que ce soir, à Beurre FM, ça fait partie de la scène politique ? Oui. Voilà. Alors j'étais sur la scène Olivier politique. Besancenot, au plaisir de vous retrouver. Pareil. Merci infiniment.